Bonjour tout le monde, c'est Rodal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle analyse que j'avais très hâte de vous partager. Mais bien avant, je tenais à vous remercier car vous avez été très nombreux à vous abonner à ma chaîne ces jours-ci et ça fait vraiment plaisir suite à la vidéo de Logito que je tiens également à remercier. On ne va pas s'appesantir et on va directement passer au sujet de cette vidéo. Jouer pour un pays européen n'est pas une question uniquement liée aux footballeurs d'origine africaine. D'autres continents sont également exposés au dilemme de la double nationalité. C'est ainsi qu'on essaiera d'aborder la question du lien unissant le Suriname aux Pays-Bas. Quand on parle des Pays-Bas, comment ne pas penser à Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf. De toutes ces générations, à Virgil van Dijk et même Georginio Wijnaldum aujourd'hui, tous ces joueurs ont chanté les Pays-Bas. Cependant, ils viennent tous d'un seul et même pays, le Suriname. Comme on peut le voir sur cette carte, le Suriname est un pays situé au nord de l'Amérique du Sud, entre le Guyana à l'ouest, la Guyane française à l'est et le Brésil au sud. Sa population est estimée à plus de 500 000 habitants. Si je devrais donner une estimation, cela correspondrait au quart des habitants de la ville de Paris. Pour vous dire à quel point ce pays compte une toute petite population. Bon, en termes de pays, bien évidemment. Alors, il a été colonisé au XVIIe siècle par les Provinces-Unies, ce qu'on appelle aujourd'hui les ancêtres des Pays-Bas. À l'époque, le pays était considéré comme une région des Pays-Bas, jusqu'en 1954, là où il sera considéré comme une région autonome des Pays-Bas, avant d'arracher son indépendance le 25 novembre 1975. Cependant, au cours des années qui ont précédé l'indépendance du Suriname, plus d'un tiers de la population avait déjà immigré aux Pays-Bas. Après avoir situé le pays géographiquement parlant et grosso modo avoir évoqué le lien l'unissant aux Pays-Bas politiquement, il sera très intéressant de se pencher sur l'aspect footballistique. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse le plus ici. Alors, André Capervin. André Capervin fut le premier footballeur surinamien à tester l'aventure en Europe et aux Pays-Bas. D'ailleurs, il s'est surtout fait connaître parce qu'il était le sélectionneur des Pays-Bas entre 1945 et 1962, tout en étant le premier joueur à signer professionnel à Haarlem en 1954. Un homme qui a marqué l'histoire de son pays footballistiquement et politiquement parlant. Il a été arrêté puis assassiné quelques mois après la Coupe du Monde en Espagne en 1982 en sa qualité de vice-président de la FIFA. D'ailleurs, le stade principal de la capitale du Suriname qui est Paramaribo porte son nom. Après lui, des joueurs comme Humphrey Wijnaldum, le seul joueur à ce jour à avoir joué pour les Pays-Bas et le Suriname, son frère Frank et 3 autres joueurs suivront le mouvement et seront collectivement appelés le trèfle aux 5 feuilles. L'influence du Suriname sur le football hollandais sera considérablement mise en lumière lors de l'Euro 88, qui verra les Pays-Bas sacrés champions d'Europe face à l'Allemagne de l'Ouest, avec des joueurs comme Rijkaard, Gullit, Aaron Mohamed Winter ou même Gerard Van den Borg, grand artisan de ce succès. À la suite de cette épopée, les joueurs surinamiens seront de plus en plus nombreux à porter la tunique orange, plus d'une cinquantaine pour très peu de ratés. Durant la Coupe du Monde 98, l'équipe des Pays-Bas sera composée à 30% de joueurs d'origine surinamienne, alors que le Bureau central des statistiques indique que cette communauté représente uniquement les 1,87% de la population. Le 23 février 2000, lors de la victoire 2-1 face à l'Allemagne, ils sont 6 joueurs d'origine surinamienne à être sur le terrain, dont Patrick Kluivert, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Wilson Bogard, Michael Reiziger et Jimmy Fred Eisenbank. La cerise sur le gâteau, Frank Rijkaard était le coach de cette équipe des Oranges. Nous avons parlé du précurseur, intéressons-nous au novateur. Il a fallu attendre près de 30 ans avant d'avoir un successeur à André Capervin. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs néerlandais de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Heureux élu au Ballon d'Or 87, trophée qui illustre la qualité du joueur, sa coupe de cheveux qui ne passe pas inaperçue, et le joueur de l'un des meilleurs trios de tous les temps, Ruud Gullit, dit la tulipe noire, est en avance sur son temps et a marqué l'histoire du ballon rond de son pays et de l'AC Milan avec ses compères Marco van Basten et un certain Frank Rijkaard. D'ailleurs, intéressons-nous à ce dernier. Frank Rijkaard a d'abord formé un duo avec Ruud Gullit avant qu'il ne soit transformé en trio avec l'arrivée de Marco van Basten. Il était l'un des meilleurs milieux européens de son époque et titulaire de plusieurs trophées, dont l'Euro 88. C'était le joueur type de l'ombre, un joueur au style beaucoup plus défensif, contrairement à Ruud Gullit. Sa carrière d'entraîneur est aussi à évoquer. Après 5 ans pour un total de moins de 300 matchs à la tête du Barça, c'est un trophée de Ligue des Champions en 2006 en battant Arsenal 2-1, 2 trophées de la Liga en 2005 et 2006 et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne les mêmes années, ce qui lui a valu le trophée de meilleur entraîneur de la Liga entre 2005 et 2006 et meilleur entraîneur de l'UEFA en 2006. Aaron Winter, un joueur peu connu du grand public, mais a l'honneur d'avoir participé à 3 Coupes du Monde avec ses 84 sélections entre 1887 et 2000. Assurant ainsi la transition entre la génération des Gullit Rijkaard et celle de Kluivert, Davids et Seedorf. Ils sont pour la plupart nés au Suriname. Tel est le cas pour Winter qui est né à Paramaribo, la capitale du Suriname. Qui ne connaît pas le fameux joueur aux lunettes, Edgar Davids? Il fait partie du club des Vansons,
c'est la liste des joueurs ayant joué au moins 100 matchs officiels avec l'équipe de l'Ajax. Il est surtout connu pour sa hargne, son dévouement et son leadership, mais on souligne moins ses qualités tactiques. Il est doté d'une très grande intelligence de jeu et une habileté technique remarquable. Il a fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam en remportant plusieurs trophées, dont le plus prestigieux, la Ligue des Champions, en 1995. Il jouait en tant que milieu récupérateur avec un certain Clarence Seedorf, un autre Surinamien que je trouve très sous-coté. À ses débuts, il était considéré comme la future star de l'équipe des Pays-Bas. Il est un peu poussé sur le banc comme Davids, Kluivert, Winter et Bogaert. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Cependant, il ne faut pas nier le talent indéniable de ce joueur. Il était doté d'un exceptionnel coup de pied et était surnommé Il Professeur. Pour sa parfaite maîtrise de jeu, il a même été choisi par Pelé dans le FIFA 100. C'est un joueur très polyvalent. Passé au Real Madrid en tant que milieu offensif et au Milan AC en tant que milieu relayeur, cela n'a nullement changé les capacités de ce joueur. Il pouvait occuper tous les postes du milieu sans difficulté. Il pouvait changer le cours d'un match par une passe décisive, un but ou même empêcher le jeu de l'équipe adverse. C'est la définition parfaite du couteau suisse. Il avait toutes les capacités du milieu par excellence. On ne peut parler de Clarence Seedorf sans évoquer ses 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, l'Ajax Amsterdam, le Real Madrid et l'AC Milan. C'est très loin d'être un hasard. Il est le seul joueur à ce jour à avoir cette statistique. Et ça sera très difficile d'égaler son record, malgré le fait qu'il n'était pas le joueur qui allait forcément t'émerveiller à vue d'œil, mais il avait une très forte influence en match. Il faut dire que c'était un sacré joueur. Patrick Kluivert. Connu par les fans de FIFA, mais surtout connu pour son but en finale de Ligue des Champions 95 avec l'Ajax contre le Milan, il était aussi connu pour ses frasques extra-sportives et pour ses cartons rouges malgré son poste d'attaquant. Son père Kenneth Kluivert était aussi un joueur de football et a joué au Suriname pour l'équipe du Robin Hood de Paramaribo. Actuellement, Justin Kluivert, le fils de Patrick, joue à l'AS Roma en tant que milieu de terrain. Comme quoi, le football se transmet de génération en génération dans cette famille. On aurait pu parler de Jimmy Floyd Eisenbank, un autre joueur néerlandais d'origine surinamienne né à Paramaribo et double meilleur buteur du championnat anglais avec Leeds United en 1999 et Chelsea en 2001. Il n'y a pas si longtemps, Nigel de Jong et Drenthe. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Gerard Van den Burg, Romeo Zondervan, Whitson Bogaert, Mario Melchior, Orlando Engelart, Michael Reisiger, Aubrey Emanuelson, Edson Braithwaite, Ryan Babel, Nigel Hasselbank, neveu de Jimmy Floyd Hasselbank. Aujourd'hui, Virgil van Dijk, Jorginho Wijnaldum et même Steven Bergwijn écrivent encore leur histoire. Pour Humberto Tan, présentateur de radio, télévision néerlandaise et journaliste sportif d'origine surinamienne, les Surinamiens ont apporté le grain de folie qui manquait au football néerlandais. La culture du jeu surinamienne est de s'amuser comme le Brésilien, ajouté à la rigueur et à la technique hollandaise, cela a donné ce cocktail étonnant. Cependant, il y a une part d'homme dans tout ce qui est beau. Je tiens d'abord à rappeler qu'il est tout à fait normal d'avoir quelques querelles au sein d'un groupe, pour X et Y raisons, que ce soit entre jeunes et adultes ou pour des histoires de rivalité. En ce qui concerne les Pays-Bas, l'origine des disputes est sans doute culturelle. La fracture blanc-noir est beaucoup plus prononcée dans ce pays que dans un pays comme la France où on a longtemps vu évoluer des joueurs d'origine africaine. Un exemple un peu plus concret, Johan Cruyff a été accusé de racisme selon le quotidien néerlandais NRC. L'ancienne gloire des Pays-Bas et de l'Ajax Amsterdam aurait proféré des insultes à caractère raciste à l'encontre d'Edgar Davids. Tu es dans le comité exécutif de l'Ajax Amsterdam parce que tu es noir, aurait-il dit. Une histoire sur Edgar Davids qui formait un clan avec 4 autres joueurs noirs de l'Ajax qu'il baptisait de Kabel, qui signifie le câble. Il avait été prié de rentrer chez lui à la suite de propos un peu prononcés à l'encontre de son sélectionneur de l'époque, Gus Hiddink. Il lui dit de cesser de mettre sa tête dans le cul de certains joueurs afin de voir plus clair. Il a rapidement quitté l'Euro 96. La vraie histoire est pour dire exactement ce qu'il reprochait à son entraîneur. Il trouvait que le vestiaire et les décisions de Gus Hiddink étaient fortement influencés par le clan des Ronald Bauer, Danny Blind, les frères Wischge, Job et Richard Wischge et Dennis Bergkamp. Il se trouve que Davids, Kluivert, Bogaert, Winter et Seedorf, le clan des 5 joueurs surinamiens de Kabel, sont tous passés du rang de titulaire indiscutable à celui de remplaçant en un rien de temps. Et certains d'entre eux y voyaient une pointe de racisme. Surtout Kluivert et Davids qui se sont prononcés à l'encontre de leur sélectionneur. En revanche, je n'associe pas forcément cela à du racisme, même si ça y ressemble. Vaut mieux avoir une connaissance assez aiguisée avant de se prononcer. Ensuite, il y a eu la même histoire dans d'autres sélections avec des joueurs tels que Stefan Effenberg, joueur allemand qui était expulsé lors d'une Coupe du Monde suite à la même situation qu'Edgar Davids. Je pense aussi à David Ginola qui a failli être expulsé.
Comme quoi, il y a des histoires et c'est normal dans le football et dans un vestiaire. Certainement, on associe les disputes dans le football batave à la culture ou à la race, et je ne peux dire le contraire. Cependant, qu'en est-il du football au Suriname? Le pays n'a aucune participation en Coupe du Monde et aucun joueur notoire. Les ressources sont très faibles au Suriname. Le pays rencontre des difficultés économiques et surtout politiques. Si vous êtes intéressé par la structure politique et le problème que cela implique dans le football, je vous conseille le thread de Football Club Géopolitique sur Twitter. Il en parle un peu plus en profondeur. Si vous voulez aller un peu plus loin, lisez l'Espace caribéen, institution et migration depuis le XVIIe siècle, le lien dans ma description. Alors, footballistiquement parlant, le pays ne dispose pas de championnat professionnel et est 141e au classement FIFA. L'objectif est clair et est de remonter le pays au classement FIFA d'après les dires du sélectionneur Dean Goré, ancien footballeur professionnel qui a évolué aux Pays-Bas et en Angleterre en fin de carrière. C'est l'objectif en vue et ils pourront s'appuyer sur une forte diaspora. Cependant, le chemin reste long, très long. Ensuite, si vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le Suriname ne joue pas la Copa América, c'est compliqué à expliquer, mais c'est certainement parce qu'ils font partie de la CONCACAF, une compétition qui rassemble les fédérations nationales d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et les Caraïbes, et parce qu'ils sont proches culturellement des Caraïbes. Ce n'est pas très logique de sens. Cependant, je pense qu'il faut rajouter à cela le fait qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer la Copa América, donc ils ont peut-être décidé de faire partie de la CONCACAF, après ça ne reste que mon avis. L'avis le plus sûr, c'est que c'est la FIFA qui en a décidé ainsi. Je pense que la fuite prononcée de talent surinamien vers l'Europe et surtout aux Pays-Bas a pesé dans la balance. Je pense qu'il vaut mieux fusionner la CONMEBOL et la CONCACAF parce que je ne trouve pas cela très intéressant d'inviter les équipes asiatiques lors de la Copa América. L'union de ces deux organismes pourra entre autres ramener le Suriname, le Guyana et la Guyane française à rejoindre la confédération de leur zone géographique et nous n'aurons pas affaire à une compétition pour le moins bizarre. En plus, il est possible aux Néerlandais d'origine surinamaise de jouer pour l'équipe du Suriname depuis le 14 novembre 2019, ce qui n'était pas possible auparavant. Cependant, la FIFA a imposé une condition importante, les origines surinamaises des Néerlandais qui voudront évoluer pour le pays devront être incontestables. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que le Suriname joue un rôle très important dans le football batave. Et pensez-vous qu'on aura connu une équipe des Pays-Bas aussi forte sans le lien et l'unisson au Suriname? Je pense que non. Peut-être une équipe forte, mais pas de ce niveau. J'ajouterai que dans un contexte géopolitique différent, le Suriname aurait été une nation majeure du football mondial. Si on s'attarde sur une petite comparaison avec l'Angleterre et la France, qui ont respectivement disposé des colonies comme le Guyana et la Guyane française, le Suriname est le seul pays qui a produit autant de grands footballeurs. Quand je pense à un joueur français qui vient des îles précitées, il me semble que nous avons que Florent Malouda et Bernard Lama. Pour les Anglais, aucun ne me vient en tête. Sol Campbell, John Barnes ou même Sterling aujourd'hui viennent tous de la Jamaïque par exemple. Le Suriname joue un rôle très important dans le football néerlandais. À ce jour, ils sont plus d'une cinquantaine à évoluer dans le championnat néerlandais en Eredivisie et plus d'une centaine à avoir foulé les pelouses avec la tunique orange. Chers amis, nous sommes au terme de cette analyse et je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.